Bonjour à tous les trois Bonjour. et bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Bienvenue sur cette conférence en ligne intitulée Construire une stratégie forêt en lien avec ses enjeux, avec l'exemple de la maison Ruinart. Pour rappel, ce webinaire est organisé dans le cadre du mois de la forêt, une campagne d'action et de sensibilisation autour des enjeux et des bénéfices des forêts, organisée par Reforestation. Dans ce cadre, nous avons le plaisir de voir intervenir 3 speakers. Premièrement, Frédéric Dufour. Merci Frédéric d'être présent. Vous êtes présidente de la Maison Ruinart et vous nous partagerez votre expérience sur la mise en place de votre stratégie forêt. Ensuite, Stéphane Allaire. Merci Stéphane d'être présent également. Président et fondateur de Reforestation et vous nous apporterez votre analyse sur la solution et les solutions que Reforestation propose aux entreprises dans ce cadre. Et voilà. Et enfin, Pierre Hermance, directeur du bureau d'études de Reforestation, vous nous apporterez votre retour sur la mise en œuvre concrète du projet. Je vais laisser la parole à Frédéric Dufour sur les enjeux de la Maison Ruinart. Frédéric. Merci. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de nous donner cette opportunité pour la Maison Ruinart de parler de cet enjeu qui nous passionne et sur lequel tous les jours nous apprenons énormément. Est-ce qu'on peut passer à la première slide? Voilà. Peut-être 2 mots avant de rentrer dans ces éléments de contexte que je voudrais rappeler pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, et probablement la plupart, et qui sont très importantes à comprendre. La première, c'est que nous sommes la plus ancienne maison de Champagne, nous datons de 1729. Et ça a quand même une importance à la fois sur le fait qu'on voit tout, enfin on est très sensible au temps long. Quand on a quasiment 300 ans d'existence, évidemment, le temps court, le trimestre, le mois n'a pas une énorme importance. Et donc, nous nous situons toujours dans une réflexion à moyen long terme. Et quand on parle de ces enjeux climatiques, on est, certes, il y a une urgence, mais enfin, on est très souvent dans des réponses avec des cycles qui sont également à moyen ou long terme. L'autre point qui est évidemment crucial, c'est que nous avons un produit issu de la terre, comme vous le savez tous, vous êtes français. Le champagne, c'est issu à 100% du raisin. C'est une appellation contrôlée dans une région que certains d'entre vous doivent connaître, en Champagne, et qui est à 1 heure et demie de Paris, 30 000 hectares. Voilà. Donc nous, c'est évidemment les pieds dans la terre. Donc nous vivons, nos équipes vivent au jour le jour tous les impacts de ce qui se passe sur le climat. Donc, ceci étant dit, il y a 3 éléments importants qui nous ont conduits à réfléchir sur une stratégie et à la mettre en place le plus rapidement possible sur notre stratégie forêt. Le premier point, bon, bien sûr, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est toutes les problématiques de biodiversité et de travail de la vigne. Il y a un certain nombre il y en a 2 en particulier, certification en Champagne importante, la viticulture durable, la haute valeur environnementale. On a également le bio. Donc, un certain nombre de ces certifications que nous avons à 100% dans nos vignobles. Nous avons été parmi les premières maisons, si ce n'est la première maison à les obtenir. C'est sur 100% de nos vignobles, c'est cependant pas sur la plupart de nos livreurs, puisqu'il n'y a qu'une vingtaine de pourcents de la Champagne qui est aujourd'hui avec des certifications de ce style. Et bien sûr, c'est un projet que nous accompagnons tous les jours de les amener vers ces certifications. Alors, il y a un débat dans lequel on ne va pas rentrer là, mais entre est-ce qu'il vaut mieux être bio, est-ce qu'il vaut mieux être viticulture durable, est-ce que le bio est vraiment adapté à la Champagne, qui est un terroir où il pleut encore beaucoup, même malgré le réchauffement climatique, avec des périodes extrêmes. Bon, voilà, c'est un débat, je dirais, ce n'est pas le cœur du débat d'aujourd'hui. En tout cas, c'était pour nous un élément de contexte important parce qu'on avait l'impression qu'on était un petit peu au bout de ce débat permanent bio, viticulture durable, bio, et qu'il fallait essayer de trouver d'autres solutions. Donc ça, c'est un premier élément de contexte très important pour nous. Le deuxième, le réchauffement climatique en Champagne, comment il se matérialise? Je vous ai mis ces 2 courbes qui sont assez intéressantes et parlantes. C'est que d'une part, sur les 30 dernières années, la température moyenne annuelle en Champagne a pris plus de 1 degré, on est à 1,1 exactement, et 1,1 degré sur la maturité et sur le traitement de la vigne, ça joue énormément. Et
mais surtout sur le style de nos vins et la maturité donc de nos raisins. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est important, qu'on suit évidemment beaucoup, facile à suivre, mais c'est la période de début de vendange. Et là, je crois qu'on ne peut peut-être pas très bien le voir, on ne voit pas les chiffres, mais avant 2003, donc la Champagne existant depuis quasiment 300 ans, avant 2003, il y a eu une seule vendange au mois d'août. Depuis 2003, nous en sommes à la 6e. Donc, on voit une accélération considérable. Donc, oui, il y a 100 ans ou 200 ans, on pouvait vendanger fin septembre, voire même en octobre. Donc, aujourd'hui, on est en août et c'est de plus en plus précoce puisqu'on est quasiment à mi-août. Alors, ce n'était pas le cas en 2021, qui a été une exception, mais enfin, ça a été le cas en 2020. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que ça joue énormément sur la maturation de nos raisins et donc sur la qualité de nos vins. Ça, c'est un élément qui est absolument critique pour nous. Et puis, le troisième élément de contexte important, on avait beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années sur la réduction de nos émissions. On a travaillé, tous nos sites sont fournis en énergie propre. On a des LED sur tous nos sites également. On a beaucoup travaillé sur nos packaging. Certains d'entre vous ont peut-être vu notre dernier packaging il y a 2 ans, seconde peau, sur lequel on économisait 90% de nos émissions. Donc, on a arrêté le transport en avion déjà depuis 2015 entièrement. On travaille sur la logistique du dernier kilomètre. Voilà, donc énormément de choses. Et je ne parle pas des rapatriements de l'ensemble de nos POS, qui sont nos outils de service, qui pour certains étaient produits loin de nous et qui aujourd'hui sont tous produits en Europe. Voilà. On avait beaucoup travaillé là-dessus, mais on s'est aperçu, on a réduit de plus de 40% dans les 10 dernières années nos émissions, mais on s'est aperçu que là aussi, on était un peu au bout du chemin et que ça allait devenir évidemment de plus en plus difficile pour continuer à réduire et arriver à quelque chose d'acceptable. Voilà pour 3 éléments de contexte. Donc, ça nous a amené à réfléchir à 3 objectifs, enfin en tout cas un plan qui répondait à 3 objectifs principaux. Le premier, c'était évidemment d'accompagner les évolutions climatiques à travers de la recherche et développement et de l'innovation, parce que, encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu à l'image d'ailleurs de Seconde Peau, qui a été 3 ans de recherche et développement également. Aujourd'hui, on est au bout de ce que l'on sait faire avec les techniques que l'on connaissait, et donc il fallait qu'on trouve d'autres moyens de progresser sur les différents enjeux qu'on avait. Et c'était de passer aussi, c'est assez symbolique, mais d'une résistance aux évolutions climatiques, donc de se dire il y a un moment on peut résister, mais il y a un moment ça ne sert à rien de résister, c'est inéluctable et donc il faut plutôt accompagner. Et là, mentalement, on a fait ce revirement mental il y a quelques années, mais c'était de se dire que finalement, toute cette problématique climat, biodiversité, développement durable, c'est une source d'innovation. Ça ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme une vraie source d'innovation. Le deuxième objectif, c'était d'adresser à la fois la biodiversité et l'absorption carbone. Là, on avait pas mal évolué aussi. Au début, on dissociait un peu les deux et on s'est dit, bon, allez, soit on travaille la biodiversité, soit on travaille l'absorption carbone. Et on s'est dit que là, ce que l'on voulait faire, c'était trouver un plan qui adresse les deux à la fois. Alors, bien sûr, il peut y avoir un focus plus grand sur la thématique biodiversité que l'absorption ou l'inverse, mais en tout cas, qu'il y avait toujours les deux qui devaient être travaillés ensemble. Parce que pour nous, la biodiversité est absolument cruciale dans nos sols, comme je l'ai déjà dit. Et puis le troisième objectif qu'on s'était donné, c'était contribuer à une nouvelle approche en Champagne, là aussi, comme je l'ai dit rapidement, mais d'essayer de sortir de l'unique débat bio versus viticulture durable et de trouver des nouvelles pistes, des nouvelles approches qui apporteraient au débat et à la culture de la vigne, et donc continuer à faire des raisins et des vins de grande qualité. Donc, avec ces 3 objectifs, nous sommes arrivés à un plan qui aujourd'hui, on va dire, se résume dans trois grandes actions. La première, ça a été de lancer un projet pilote donc de vitiforesterie dans une partie de nos vignes, dans un secteur qui est à Tessy. Donc, côté montagne de Reims, on a 3 grands secteurs en Champagne, mais donc montagne de Reims parce que c'était un vignoble historique pour nous, et puis en plus, c'est un vignoble qui est le plus proche physiquement de là où nous avons notre outil de production. Donc 40 hectares, ce qui est colossal en Champagne. Il y avait eu déjà
il y a quelques expérimentations avec des petits livreurs ou des petits vignerons très intéressés par ces approches de vitiforesterie, mais sur des surfaces très petites et avec une densité aussi de végétaux qui n'a rien à voir avec ce que là on a développé avec Reforest Action. Voilà, donc ça a été le premier pilier. Maintenant, on en est dans une phase, on va dire, presque terminale, mais de la première phase, c'est-à-dire de planter, puisqu'on sait bien que ça va prendre quelques années pour que tout ça prenne de l'ampleur, que les végétaux grandissent et qu'on en voit les effets sur à la fois la qualité des vins, à la fois sur les couloirs de biodiversité. Enfin bon, je laisserai Pierre, qui est un grand spécialiste de tous ces sujets, de vous commenter tous les bienfaits attendus. Donc ça a été la première pierre, l'édifice. Le deuxième, c'était de dire, encore une fois, la Champagne, c'est de l'assemblage, on assemble des raisins, mais c'est aussi une région où on travaille fortement entre les viticulteurs livreurs, les grandes maisons, le CIVC, qui est l'organisme professionnel en Champagne. C'est également le cas d'ailleurs avec la région. Donc, c'était ce projet d'accompagner et d'emmener des livreurs, c'est-à-dire certains de nos fournisseurs, vers cette approche également. Parce que pour vous donner un enjeu, en gros, en Champagne, 10% seulement des raisins produits par les maisons, excusez-moi, on a en moyenne 10% de taux d'auto-approvisionnement en Champagne. Ça veut dire que 90% des raisins sont apportés et vendus par des viticulteurs indépendants qui vendent leurs raisins à des grandes maisons. En ce qui concerne Ruinart, on est largement plus haut puisqu'on est de l'ordre de 25%, mais ça reste une minorité et donc il est absolument crucial, si on veut faire là aussi bouger la région, d'amener les viticulteurs avec nous. Et en plus, comme tous ces projets sont très expérimentaux, c'est pour nous un moyen d'échange, d'apprendre et de tous progresser ensemble. Et puis le troisième volet de ce plan, c'est donc un soutien à des projets de régénération de forêts secondaires. Alors, ça c'est quelque chose, très vite, on s'est dit on va soutenir des projets forestiers. On a beaucoup discuté avec Stéphane en particulier et plusieurs personnes de Reforest Action pour arriver à affiner un petit peu quelle devrait être la direction pour nous sur les forêts, parce qu'évidemment, des projets, on peut en trouver partout. Et nous, on s'est dit que d'abord, dans les forêts secondaires, on parlait plutôt de l'Europe, en tout cas, c'est les choix qu'on a faits, de projets européens, donc peut-être plus proches de nos consommateurs, de notre forte présence pour la Maison Ruinart. Donc, on trouvait que ça, c'était intéressant. On trouvait aussi que c'était très intéressant de trouver des projets qui pouvaient être reliés à notre problématique aussi fournisseur, toujours dans notre chaîne de valeur. Et donc, on a commencé par des forêts au Portugal, puisque là, on a des forêts de chêne-liège qui avaient bien besoin de régénération et qui fournissent le précieux liège, qui est toujours évidemment absolument crucial dans à la fois d'ailleurs le vieillissement de nos vins, et notamment sur Don Ruinart, et à la fois bien sûr sur une fois que nous vendons nos bouteilles, pour conserver les bouteilles avant de les déguster. Voilà, donc ça, on trouvait que c'était des projets qui avaient un très fort lien, et donc on est parti sur des forêts secondaires. Donc je vais en profiter pour dire un mot sur le projet Imagine. Le projet Imagine, c'est un projet qui a été initié donc par Laurent Boileau, qui est le président de la maison NC, et qui a créé un collectif de personnes et de sociétés qui étaient très motivées par la plantation d'arbres, et notamment régénération et plantation d'arbres dans le monde, comme un enjeu absolument crucial de captation de CO2 et de développement de la biodiversité. Et voilà, donc le Ruinart a été un des premiers à rejoindre ce mouvement, qui aujourd'hui comprend beaucoup d'autres entreprises, un mouvement qui a été initié par Stéphane également de Reforest Action. Voilà, donc on est tous partis ensemble, ça date d'à peu près 1 an et demi, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, et chacun de nous dressons une stratégie qui peut être différente. Donc nous, voilà, nous avons choisi ces forêts secondaires. J'ai vu une question sur les forêts secondaires. Je vais peut-être laisser Stéphane, parce que je pense que ce sera le cœur de son vrai savoir, d'expliquer les différences entre primaire et secondaire. Et voilà les 3 grandes directions du plan que nous avons aujourd'hui avec Stéphane et Pierre. Voilà. Merci Frédéric pour cette intervention.
Stéphane, je vais à présent te passer la parole pour que tu puisses nous décliner l'approche de Reforest-Action. Oui, avec plaisir. Alors, pour rappel, Reforest-Action, c'est une entreprise qui a pour vocation à protéger les forêts, à restaurer les forêts endommagées et à créer de nouvelles forêts, le cas échéant, à travers différentes techniques. Et on a une approche, on travaille avec beaucoup d'entreprises, la Maison Ruinart, Enesti, mais aussi beaucoup d'autres. On a 12 ans cette année et on a travaillé avec un peu plus de 3000 entreprises au cours de cette dernière décennie. On a une approche assez spécifique qui est que finalement, on cherche à construire des modèles économiques avec ces entreprises qui soient respectueux de l'environnement. Et ça passe par la création de ce que j'appelle des paysages régénératifs, c'est-à-dire des zones, des paysages, des terrains qui vont produire de la richesse. C'est le cas par exemple de la vigne chez Ruinart, mais qui vont aussi stocker du carbone, renforcer la biodiversité, embellir les paysages, créer des conditions favorables et agréables pour les personnes vivant à proximité. Donc, cette approche, finalement, elle se décline sous la forme de ce qu'on appelle, nous, les 3 cercles concentriques, où avec chaque entreprise, on va chercher à travailler d'abord sur la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, c'est plutôt facile quand on travaille avec des entreprises qui sont en lien avec le vivant. C'est le cas de la Maison Ruinart, où là, typiquement, on va travailler sur la vigne. Et Frédéric en a parlé, il est question de ce qu'on appelle de la vitiforesterie, c'est-à-dire de création de haies et de plantation d'arbres en intraparcellaire, c'est-à-dire dans la parcelle, pour venir y renforcer la biodiversité, pour héberger les prédateurs, des prédateurs de la vigne, pour avoir aussi un lien sur l'eau, sur l'enrichissement des sols, voilà, pour apporter un certain nombre de bénéfices et de faire en sorte que ce paysage viticole continue à créer de la richesse, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi un impact positif sur la biodiversité, sur le climat. Et puis, une vigne avec des haies, c'est quand même d'un autre attrait paysager que des vignes monospécifiques. Ça, c'est le premier volet, le cœur de notre approche. Et ensuite, on va travailler sur d'autres cercles. Le deuxième cercle, c'est auprès des parties prenantes. Donc, ça va être les fournisseurs, ça va être les clients, ça va être les collaborateurs, etc., etc. Et là, l'enjeu finalement de ce cercle-là, de cette action auprès des parties prenantes, c'est avant tout un enjeu finalement de sensibilisation pour inviter les autres à être dans l'action. Et c'est aussi ce que l'on fait avec la Maison Ruinart, puisque au plus proche des vignes sur la commune de Tessy, les 40 hectares que Frédéric mentionnait tout à l'heure, il y a une petite forêt qui a besoin d'être restaurée, enrichie en termes de biodiversité notamment. Et ça, c'est un projet que la Maison Ruinart mène avec Reforest-Action et avec le soutien en fait de la région du Grand Est et de la commune de Tessy, où il est question de venir jouer un vrai rôle sur la biodiversité, le carbone et les paysages, mais pas sur la chaîne de valeur, mais au-delà. D'ailleurs, je n'ai pas précisé que sur la chaîne de valeur, on intervient sur des zones, sur des vignes qui appartiennent à la Maison Ruinart, mais aussi auprès des viticulteurs fournisseurs de la maison. Et ça, c'est particulièrement important, comme le soulignait Frédéric. Il y a 75% aujourd'hui du raisin que l'on peut déguster dans les bouteilles Ruinart qui ne viennent pas des vignes Ruinart, mais bien des viticulteurs partenaires. Voilà, donc chaîne de valeur auprès des parties prenantes, mais on ne peut pas s'arrêter là, dans la mesure où, vous savez, les enjeux sur le climat, la biodiversité et le développement social dans le monde sont quand même significatifs. On parle de déforestation, on parle de
de dégradation des forêts à cause des effets du changement climatique, notamment. Il est important de pouvoir y apporter une réponse, une réponse d'envergure. Et c'est ce que l'on fait. Là, pour le coup, on monte des projets qui ne sont plus sur la chaîne de valeur, qui ne sont plus auprès des parties prenantes nécessairement, mais qui sont dans les zones où les enjeux sont les plus forts, où on va avoir le plus d'impact. Et là, le champ du possible est énorme. On peut intervenir, alors ça me permet de répondre à la question d'ailleurs sur la forêt primaire et secondaire. On peut intervenir en forêt primaire, en forêt secondaire, on peut intervenir un peu partout dans le monde, loin de chez nous comme proche de chez nous. Quand on intervient sur les forêts primaires, c'est-à-dire des forêts dont la trace de l'homme n'est plus visible, c'est-à-dire qu'elles elles ont pu être touchées par l'homme un beau jour, mais ces traces ne sont plus visibles aujourd'hui. Ça peut être le cas en Amazonie, ça peut être le cas dans le bassin du Congo, sur les grandes forêts primaires du monde, en Indonésie également. Donc là, on peut venir protéger des forêts, on peut venir restaurer des forêts qui ont été déforestées, par exemple, ou qui ont subi des tempêtes, des maladies, des incendies, etc. Et ça peut être fait sur des forêts secondaires, c'est-à-dire des forêts touchées par l'homme, gérées par l'homme, généralement. Alors, il faut savoir qu'en France et en Europe, des forêts primaires, il n'y en a quasiment plus. Il y a une forêt primaire qui reste en Pologne aujourd'hui, mais c'est à peu près la dernière en Europe. Et donc, avec la Maison Ruinart, quand on décide de contribuer aux enjeux du monde, on décide d'agir sur des forêts secondaires en Europe pour des tas de raisons. Parce qu'il n'y a pas que les forêts primaires qui sont aujourd'hui en souffrance, c'est aussi les forêts secondaires. Et là, on a choisi d'intervenir sur une forêt au Portugal qui avait subi un incendie significatif et qu'il a fallu donc restaurer. Et cette restauration est passée par de la plantation de chênes-lièges, mais pas que, chênes tausins également, mais ça, Pierre va y revenir dans un instant. Voilà. Et donc, cette approche holistique par cercle concentrique répond toujours aux mêmes enjeux, aux enjeux climatiques, aux enjeux biodiversité, aux enjeux sociaux également, puisque ce n'est pas forcément le cas dans les exemples avec la Maison Ruinart, mais il y a encore 2 milliards de personnes qui dépendent de la forêt pour vivre ou pour survivre aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur des enjeux sociaux dans bien des cas. Et d'ailleurs, c'est le cas au Portugal. Et il y a aussi un enjeu économique, puisqu'on a quand même une conviction assez forte, c'est que pour qu'une forêt soit gérée durablement et soit maintenue et puisse exister dans la durée, il faut qu'elle ait, dans la plupart des cas, un rôle économique. Et du coup, parce que sinon, il y a toujours le risque que cette forêt soit remplacée par un champ, par exemple, d'une quelque culture que ce soit. Et donc, associer un modèle économique à une forêt durablement gérée nous semble tout à fait important. Et je parle de forêt comme je parle d'agroforesterie, bien évidemment. Voilà, donc chez Reforest Action, c'est ça notre approche. On se veut résolument tourner vers des paysages régénératifs et travailler avec des entreprises qui se placent dans cette dynamique-là. Et c'est le cas avec la Maison Ruinart. Et je vais pouvoir passer la main à Pierre qui va pouvoir brancher son micro. Et il n'a pas l'air d'être tout à fait prêt. Pierre, je ne sais pas si tu es... Non, il n'est pas dispo. Alors peut-être que tu peux, Emma, passer au slide suivant et je vais essayer de remplacer Pierre sur la mise en œuvre concrète du projet. En zoomant d'abord sur le vignoble de Tessy, en Champagne. Donc, ce sont les fameux 40 hectares que Frédéric présentait tout à l'heure. Ces 40 hectares, c'est une grande surface en Champagne, surtout quand c'est d'un sol tenant. Et là, le but, c'est de venir faire ce qu'on appelle donc de la vitiforesterie, c'est-à-dire la plantation de haies autour de la parcelle, mais on a aussi fait, comme ces 40 hectares, c'est grand, on a aussi fait de l'intraparcellaire, c'est-à-dire on a créé des corridors de biodiversité à l'intérieur de cette parcelle. Et ça consiste en la plantation de 25 000
arbres et arbustes. Donc cette année, on a commencé l'année dernière. Donc comme c'est indiqué ici, en intraparcellaire en haies. Et avec des îlots de biodiversité au bout des rangs, et notamment il y a ce fameux îlot forestier qui est à proximité de la parcelle et avec lequel on fait un corridor. Voilà. Et, et Pierre, Stéphane, je crois que Pierre a réussi à… félicitations Pierre, je te passe la main, j'ai essayé d'introduire ce projet en te remplaçant, mais je te laisse poursuivre. D'accord. Merci Stéphane pour l'introduction. Désolé, ce n'était pas uniquement un problème de micro, c'était un peu plus complexe que cela malheureusement. Mais voilà, je suis là, je suis avec vous. Donc, un zoom sur les projets de la maison Ruinart, à commencer par celui du vignoble de Tessy. Donc, on a prévu un projet sur 3 phases. Ce sont des projets évolutifs avec 25 000 arbres au total d'ici 2022. Différents types de structures que je détaillerai juste après et des objectifs qui sont les objectifs classiques d'un projet agroforestier qui sont adaptés au territoire viticole qui a quelques particularités. Ici, en l'occurrence, nous sommes sur des objectifs, bien sûr, de biodiversité, avec donc l'idée de ramener des prédateurs pour les ravageurs de la vigne. Nous avons des objectifs au niveau de la régénération des sols, avec une amélioration des échanges hydriques, une amélioration de la conservation des éléments minéraux, mais également un objectif particulier qui est un objectif bioclimatique, puisqu'on sait tous qu'il y a un vrai problème de gel tardif, notamment dans le secteur viticole, avec des dégâts qui peuvent être considérables. Et avec nos structures de haies, nos arbres, nous avons la capacité certainement pas d'influencer le microclimat à l'échelle de l'ensemble du vignoble, mais malgré tout, il y a une capacité d'avoir un effet sur ce gel, avec des avantages, mais également des points d'attention, puisqu'il peut y avoir un risque également d'aggraver une situation. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être extrêmement prudent. Donc, voilà un peu pour les objectifs généraux qui ont déjà été évoqués par Stéphane et par Frédéric précédemment. Si on regarde maintenant d'un point de vue strictement technique, comment nous pouvons travailler, ça commence par une connaissance du terrain, une connaissance du site et une connaissance des pratiques, des modes de conduite du vignoble, puisque nous arrivons sur un territoire qui n'est pas un territoire vierge sur lequel on se dit tiens, on va faire un truc sympa pour la biodiversité, mais on arrive sur un territoire qui est un territoire de production dans lequel il y a une activité humaine qui est codifiée, qui a ses pratiques, sa mécanisation également. Il y a toute une série de choses qui sont mises en œuvre et donc on n'est pas là pour compliquer la vie des équipes. Donc on doit vraiment s'intégrer dans un modèle à la fois agricole et économique auquel on apporte une plus-value, mais que nous devons d'abord connaître pour pouvoir vraiment être pertinent et ne pas entraver la conduite du vignoble. Donc, c'est vraiment une phase d'observation, en fait. Le temps d'observer le terrain, le temps d'observer les pratiques, le temps de connaître les équipes, le temps d'échanger pour vraiment pouvoir comprendre à la fois les objectifs, mais également les contraintes. Quand on parle des contraintes dans ce genre de secteur, ce sont des contraintes qui sont valables partout, que ce soit en forêt ou en agroforesterie générale. Ces contraintes sont encore exacerbées dans un territoire comme un territoire d'un vignoble champenois, puisqu'on est sur un foncier à très haute valeur. Je ne parle pas uniquement de finances, mais vraiment de qualité de production. Et dans ce contexte, on doit vraiment être très attentif. Chaque mètre carré compte et doit être intelligemment utilisé. Alors, nos contraintes par rapport à la vigne, ce sont des contraintes d'ombrage. On sait que la vigne a besoin de lumière, donc forcément, nous avons de l'impact. La façon dont nous allons dessiner nos structures aura de l'impact sur la mise en lumière du vignoble. On a des contraintes spatiales, ça je l'ai évoqué. On sait par exemple qu'en bout de ligne, il faut 9 mètres pour faire demi-tour avec les engins et on ne peut pas se permettre, nous, d'aller mettre des structures qui entravent la mécanisation ou alors ça doit se faire de manière progressive. Il peut y avoir une adaptation, mais ça doit être vraiment étudié avec les équipes de terrain.
On a des contraintes également hydriques. On entend souvent ce genre de réflexion qui nous disent bah, écoutez, c'est bien, mais on a déjà des problèmes de sécheresse. Est-ce que vous n'allez pas aggraver la situation en amenant des végétaux qui eux-mêmes vont avoir besoin d'eau? Donc là, il faut être attentif également aux structures racinaires, à la proximité, puisqu'il y a des bénéfices dans les échanges hydriques au niveau de la vie du sol, mais ça peut également se retourner contre nous. Donc, il faut être vraiment très, très attentif à tout cela. Donc, ça, c'est vraiment l'étude préalable. Ensuite, une fois qu'on a bien compris comment le vignoble fonctionne et les limites du modèle qu'on y apporte, on commence vraiment alors le design du projet. On dessine les structures qu'on va pouvoir apporter. Il n'y a pas énormément de formules, hein. Il n'est pas question de mettre des arbres un peu partout, à tort et à travers. On a d'une part des haies périmétriques, ça c'est un petit peu la base, c'est la chose la plus simple. Dans le cas de Ruinart, on a été beaucoup plus loin puisqu'on a également mis des haies intraparcellaires. Ça veut dire qu'on fragmente les parcelles. Les parcelles sont souvent de grandes surfaces monospécifiques et donc c'est très important, si on veut apporter de la biodiversité, d'agir au cœur de la parcelle. Comme il est très difficile de le faire au cœur des rangs, on le fait en plaçant des rangs intercalaires, donc des haies qui viennent s'insérer dans les parcelles et qui refragmentent le parcellaire viticole. On a également la possibilité de travailler avec des arbres isolés qu'on va plutôt placer en bout de rang pour avoir non seulement des structures de haies, des structures bocagères, mais également des arbres de position qui apportent d'autres bénéfices. Bon, il y a bien sûr un intérêt paysager qui est évident, mais ce sont ces arbres, par exemple, qui peuvent servir de point de repère pour des chauves-souris, par exemple. Ce sont ces arbres également qui servent de perchoir pour les rapaces, puisqu'on a, dans le cas du vignoble de Tessy particulièrement, mais également dans d'autres territoires, des problématiques de rongeurs, de lapins, qui sont vraiment en surdensité. Donc, ramener des prédateurs naturels pour ces rongeurs et rétablir un équilibre, c'est très important. Pour ça, ça peut passer donc par recréer de la verticalité dans les vignobles pour avoir donc ces perchoirs. Voilà, c'est un petit peu le type de structure qu'on peut insérer avec toujours cette contrainte spatiale, mais également, puisque nous sommes sur un territoire viticole, des contraintes de densité, puisque si on veut rester en appellation, et les choses sont un petit peu techniques, mais je dirais en gros, il faut qu'on puisse conserver une densité d'à peu près 7500 pieds de vignes à l'hectare. Donc, on ne peut pas nous occuper trop de place avec nos arbres si on veut que le territoire reste vraiment un territoire champenois en appellation. Mais bon, ça, c'est un petit peu technique. Alors, ensuite, on passe à la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est de l'opérationnel pur, hein, c'est de la plantation. C'est d'abord une préparation de sol, en général avec l'équipe du vignoble, parce que de nouveau, ils connaissent très bien leur terroir, ils ont les machines nécessaires. Donc, on essaie vraiment qu'il y ait cette collaboration. On n'arrive pas, nous, avec des moyens tout à fait extérieurs, mais on s'intègre dans la vie de gens qui connaissent la terre au quotidien. Donc, en général, le discours est assez facile entre les différentes équipes, puisque finalement, on parle de la même chose. Alors, préparation de sol, plantation proprement dite, et protection. Vous voyez sur les photos, vous voyez des filets. Donc là, on avait une grosse problématique lapin, donc on a eu cette protection. Alors, quand je parle de plantation, on peut se dire oui, planter, mais qu'est-ce qu'on plante? Le leitmotiv, vous l'avez compris, c'est la diversité. Donc, on n'est pas là pour faire des arboretums, des choses compliquées. On travaille avec des plants indigènes, donc des plants qui sont adaptés à leur terrain. Ça, c'est la base de toute réflexion forestière. De nouveau, forêt, agroforesterie, quelle que soit la typologie de projet, toujours des végétaux adaptés à la station et de la diversité. Ici, par exemple, dans le cadre du vignoble de Tessy, on a des haies qui sont composées d'une quinzaine d'essences. En général, on choisit 2 ou 3 essences qui vont être les essences de structure, qui vont composer un peu le squelette de la haie et qui, ces 3 essences, entre elles, vont à peu près apporter 50% du volume total. Et puis le 50% complémentaire, là, on ouvre beaucoup plus largement pour avoir des essences mellifères, des essences qui apportent également de la nourriture à une certaine faune. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette diversité, c'est vraiment le leitmotiv. Les essences de base à Tessy
érable champêtre, aubépine, charme, et puis à côté de ça, du fusain, de la viorne, du sorbier, du prunelier, des choses tout à fait variées. Alors, donc cette plantation, donc, comme on l'a dit, et puis on sait également que ce projet devra être suivi dans la longueur, dans la durée, parce qu'il ne suffit pas de planter et puis de se dire voilà, les choses sont faites. Il y a les premières années une série d'entretiens qui doivent être faites. Ça peut être du désherbage, ça peut être du désherbage mécanique, bien sûr, hein, on n'a aucun intrant chimique sur ce type de projet. Il y a du recépage qui doit être fait, des regarnissages. Donc, il y a vraiment un suivi. On observe les choses, on voit comment ça se passe. Le suivi par rapport à nos structures, mais également un suivi par rapport aux bénéfices, puisque c'est très important de pouvoir mesurer l'impact que nous avons en implantant ce type de structure au cœur du vignoble. Donc, des bénéfices en termes d'augmentation de la biodiversité, au terme de la création d'habitats et du résultat que ça peut avoir sur la faune. Donc, tout ça doit être suivi. Et c'est ce qui permet également au projet d'être exemplaire, puisque dans le cadre du vignoble de Tessy, c'est vraiment un projet pilote. Donc, comme Frédéric nous l'a dit, c'est la première fois que ça se faisait à cette échelle en Champagne. Donc, on sait que les grandes maisons sont observées et il y a vraiment une exemplarité et la volonté de pouvoir reproduire ce modèle. Et pour ça, il faut pouvoir l'objectiver. Pour l'objectiver, ça passe par des indicateurs et par des chiffres. Donc, voilà pour le vignoble de Tessy. On peut passer à l'exemple suivant. Là, on est sorti des parcelles de chez Ruinart, mais on est toujours dans la logique malgré tout. On vous a expliqué pourquoi ces interventions se faisaient en Europe et pourquoi au Portugal. Donc, cette liaison avec le métier de Ruinart. Ici, en l'occurrence, le chêne-liège et les bouchons de champagne. Alors, à Montchique, nous sommes dans une région qui était très fortement et qui est toujours fortement touchée par des incendies. Chaque été, malheureusement, ça brûle. On essaie d'apporter des solutions à tout cela. Les solutions, ça passe par une reconstitution, bien sûr, des forêts brûlées. Quand je dis reconstitution, c'est plutôt restauration, parce qu'on travaille à la fois avec du naturel et avec de la plantation. Et ça passe également par de la prévention d'incendie. Pourquoi est-ce que ça brûle si vite? Pourquoi les incendies se propagent si rapidement? Peut-être parce qu'une plantation monospécifique d'eucalyptus, une fois qu'il y a une allumette dedans, enfin une allumette, une flamme, une étincelle, plus personne ne peut l'arrêter. Donc c'est peut-être aussi, il y a bien sûr toute cette problématique de réchauffement climatique, tout ce qui fait que les incendies surviennent plus fréquemment, mais il y a également une typologie de forêts qui favorisent parfois la propagation des incendies. On apporte également une réponse à ce niveau-là dans la conception de nos projets. Donc ici, en l'occurrence, on a introduit cette politique de restauration de parcelles avec un focus sur le chêne-liège, parce que c'était un peu l'idée, donc l'objectif particulier de la maison Ruinart, avec cette connexion à son métier. Mais le chêne-liège, là, on a pu reconstituer des parcelles, reconstituer quelque part du stock de futures matières premières avec des propriétaires et des producteurs qui n'étaient plus forcément ancrés dans cette production, qui avait tendance à devenir un petit peu une production de masse, en tout cas des productions un petit peu industrialisées. Là, on rediffuse le chêne-liège un petit peu plus à l'échelle d'un territoire avec des productions qui seront plus artisanales, mais en tout cas, on reconstitue un stock de matières premières futures. Alors, on ne pouvait pas bien sûr tomber dans l'excès en se disant on va faire que du chêne-liège puisque c'est notre objectif. On avait toujours cette idée de garantir la diversité et donc par rapport, un peu comme pour les haies qui avaient une essence principale, une essence qui composait la structure, ici on a une structure de chêne-liège et à côté de ça, on apporte d'autres choses, différents chênes. On a pas mal d'essences de chêne qui fonctionnent là-bas, du chêne du Portugal, donc Quercus faginea, du chêne tausin, du chêne vert également, et puis
du pin maritime dans certaines zones qui s'y prêtent bien, de nouveau, hein, en diversité, jamais en monospécifique, jamais des îlots importants. Et puis alors, également une culture qu'on a un petit peu remis à l'ordre du jour, c'est l'arbousier, avec une connexion dont on n'a pas souvent parlé, mais une connexion également avec la maison Ruinart quelque part, puisque ces arbousiers sont utilisés par les populations locales pour produire un alcool qui est très apprécié localement. Donc voilà, c'était l'occasion également de relancer cette filière. Petit clin d'œil, on est loin du champagne, mais malgré tout, ça rentre dans une filière un petit peu similaire. Donc là, c'est un projet de grande ampleur, hein, 220 000 arbres d'ici la fin de cette saison 2022, enfin plutôt la fin de l'année, parce qu'il y aura peut-être encore certaines choses qui seront faites au mois de novembre. Tout ça est appelé à être dans la continuité, mais c'est un projet qui est important. 220 000 arbres, c'est sérieux. Je pense que la maison Ruinart est notre plus gros contributeur sur ce projet de Monchique, puisque c'est un projet qui est très vaste. Et donc, il y a un vrai impact. Il y a également la capacité, par cet effet d'impact, ce volume, la capacité d'emporter dans le projet des gens qui se disaient, nous, on est trop petits pour y aller, des petites parcelles, des gens qui étaient aussi désespérés parce qu'il y a cet effet, bon, il y a le côté environnemental, bien sûr, mais nous, chez les propriétaires sur le terrain, on rencontre des gens qui sont carrément découragés, qui se disent, bon, on ne va pas reconstituer nos stocks de forêt, reconstituer nos chênes lièges. Après un incendie, vous savez, bon, il y a cet effet découragement. La régénération naturelle, ça installe plus de la broussaille que de la forêt. Donc, il était vraiment important de pouvoir intervenir. Et là, en l'occurrence, voilà, on avait un acteur qui voulait avoir une action importante, donc de nouveau avec cette notion d'impact qui est primordiale. Donc, voilà un petit peu comment les choses se passent actuellement au Portugal. Quand je dis actuellement, on est en plein dedans. Là. Nous sommes en pleine plantation avec quelques difficultés, une sécheresse hivernale. Vous en avez peut-être entendu parler, elle a été relayée dans les médias. Heureusement, on a eu un peu de pluie le week-end passé, donc on a repris espoir dans certaines parcelles où on se demandait si on allait pouvoir travailler, mais apparemment, tout se passe bien. Merci Pierre pour cette remontée du terrain. Je vois que l'heure tourne, donc je vais rapidement présenter les questions qui ont été posées au long du webinaire. Hop, comme ça, vous allez pouvoir les découvrir en même temps que moi. Tac, tac, tac. Je pense que sur les forêts secondaires et primaires, la question avait été répondue directement par Stéphane. Monsieur Dufour, est-ce que vous souhaitez réagir rapidement sur comment est-ce que s'est construit la relation avec les acteurs locaux? Je crois que votre micro est coupé. Ce serait dommage d'entendre votre intervention. Oui, merci, désolé. Oui, en 2 mots, en fait, on a choisi une méthode qui est un petit peu peut-être la méthode Ruinart, qui est on fait d'abord chez nous, on ne fait pas de bruit, on fait chez nous, et puis après on va apprendre, et puis après on va porter on va porter le projet. Bon, et puis finalement, on a été, je dirais, peut-être un peu débordé ou surpris en fait par l'engouement que ça a suscité. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est quand Pierre et ses équipes et les nôtres d'ailleurs ont commencé à planter des arbres contigus à un champ à côté. En fait, l'agriculteur est venu en courant voir Pierre qui s'inquiétait de se faire engueuler. Et en fait, l'agriculteur, c'était pour lui dire, mais pourquoi vous plantez pas entre vous et nous, et c'est extrêmement intéressant. Voilà. C'est une image, mais enfin, c'est un petit peu ce qui nous a surpris. Donc, beaucoup d'engouement, on a eu beaucoup de questions des viticulteurs. C'est pour ça qu'on a pu commencer les projets sur 2 viticulteurs immédiatement, hein, dès qu'on avait terminé chez nous, parce qu'ils étaient extrêmement excités par le projet. Voilà. Alors, pour ce qui est des parties plus officielles, en fait, on avait signé en parallèle un contrat de mécénat avec le Grand Reims, région bien sûr qu'on connaît bien, et qui sont extrêmement intéressés par tous les projets de développement durable au sens le plus large. Donc, sans que le contenu soit forcément très précis,
Mais en tout cas, en disant que la première étape, c'était de travailler sur ces vignes qui nous appartiennent. Et puis, deuxièmement, cette régénération de forêt. On en a déjà une deuxième sur laquelle on s'est mis d'accord et que les équipes, là encore, de Stéphane et Pierre vont régénérer une deuxième forêt en montagne de Reims avec un petit 20 hectares aussi également. Donc voilà, donc après, ça s'est passé comme ça. Et finalement, là, on va terminer. On est en train, on y était d'ailleurs hier avec Pierre sur place dans cette forêt qui appartient à la mairie de Tessy, qui est contiguë. Et dès qu'on aura fini, c'est un projet sur 3 ans, mais dès qu'on aura fini cette première phase, on ira porter la bonne parole sur d'autres mairies ou sur d'autres régions en Champagne qui peuvent être intéressées. Ouais. Donc, je ne dirais pas que c'est forcément très construit, enfin avec un plan défini dans les années à venir. On est plutôt pragmatique et dès qu'il y a une occasion qui se présente, on est là pour supporter le projet, aussi bien financièrement qu'avec Reforest Action techniquement. Très bien, merci. Je vais coupler les questions de Bérénice et Raphaël qui, je pense, pourraient être adressées à Pierre Armand sur le devenir des arbres une fois qu'ils seront matures et sur leur rôle en tant que pour la protection des vignes. J'ajoute que toutes les questions qui sont adressées sur Reforest Action, aussi bien sur les projets que sur notre raison d'être, peuvent être retrouvées sur le site de Reforest Action directement. Pierre, je te laisse du coup répondre sur… Sur le devenir des arbres, on se doute que même si on respecte éminemment la fonction économique de la forêt, ici on est sur une autre problématique, on n'est pas là pour produire du bois. Donc tous ces arbres ont été implantés avec une idée de long terme, voire même de très long terme. Ils ont été sélectionnés au niveau des essences par rapport à leur emplacement, à des essences qui peuvent trouver leur place là à long terme également. Donc, on ne va pas avoir à un moment donné des arbres qui sont devenus beaucoup trop grands, qui doivent être simplement abattus parce qu'ils tout d'un coup, ils font trop d'ombre sur le vignoble. On a prévu cette évolution et les essences ont été sélectionnées en fonction de cela. Donc, ils sont là pour longtemps dans le paysage. Il n'y a pas déjà de plan de remplacement ou de renouvellement. Normalement, c'est vraiment, ils sont là pour rester et s'inscrire dans ce paysage. Il y a d'ailleurs sur le long de toute la départementale qui longe le vignoble de Tessy, on a un alignement de chênes Cécile et au côté même paysager, au-delà de ça, c'est quasi un engagement patrimonial que de planter ce type d'arbre. Vraiment, c'est du très long terme. Merci Pierre pour cette réponse. On a déjà dépassé le temps imparti. Et je propose à Stéphane de conclure avec le mot de la fin. Vous pourrez poser vos questions sur contact@Reforest Action. Malheureusement, on ne peut pas. Stéphane, je te laisse peut-être conclure là-dessus et on retrouvera les questions. Oui, moi, la conclusion que je voudrais apporter, c'est que aujourd'hui, on fait face à un dérèglement climatique majeur, personne ne l'ignore. L'érosion de la biodiversité est un autre enjeu, dit autre parce que finalement, on les sépare, mais on parle de la même chose très souvent. Les deux sont quand même intimement liés. Ces deux enjeux-là nous amènent à, je crois, ou devraient nous amener tous, autant qu'on est, à nous poser la question de comment aborder la suite. Quel mode de vie inventer, quel modèle économique inventer. Parce que finalement, nous sommes la cause de tout cela. Ça aussi, je crois que ça fait plus tellement débat aujourd'hui. Et qu'on ne peut pas continuer sur un modèle qui est la cause de nos problématiques actuelles. Et je crois que c'est justement cela qu'on est en train d'illustrer avec la Maison Ruinart. C'est qu'il y a eu un effort qui précède très largement notre collaboration avec Frédéric, mais il y a eu un effort significatif sur la réduction des émissions chez Ruinart. Mais que là, on rentre dans une dynamique nouvelle, je crois,
qui est finalement comment je peux, moi, comment la maison Ruinart peut, sur sa propre chaîne de valeur, être dans une dimension régénérative. Comment est-ce que je peux lutter efficacement contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité à travers ma chaîne de valeur? Et comment je peux dépasser cette chaîne de valeur de façon à ce que l'entreprise ait un impact positif sur le climat, sur la biodiversité, mais au-delà de ça, sur les paysages, sur la beauté des paysages, pourquoi pas, et puis pour avoir aussi un impact social. On a vu que, et Pierre l'a très bien souligné tout à l'heure, quand on est dans des régions au Portugal ou ailleurs qui ont été touchées par les incendies, le découragement est immense. Imaginez, vous étiez une forêt, le lendemain, vous n'avez plus rien. Eh bien, il y a une dimension sociale dans tout ça. Et je crois que l'exemple de la maison Ruinart est une belle illustration de ce dans quoi les entreprises peuvent désormais ou devraient désormais se placer. C'est une dimension régénérative, penser bioéconomie, une économie basée sur la biodiversité et non plus sur les ressources pétrole, charbon ou fossiles qui nous éloignent du vivant. Voilà, donc moi je voudrais tirer mon chapeau à Ruinart, déjà pour commencer. Merci pour la confiance. Ce sont des projets merveilleux que l'on mène ensemble et surtout que l'on mène avec d'autres, c'est-à-dire qu'on embarque d'autres. Frédéric a mentionné le mouvement Imagine tout à l'heure. Imagine, c'est un mouvement effectivement que Ruinart a rejoint, qui a été créé par Laurent Boileau de la maison ENSI. Ce mouvement invite des entreprises à se dépasser, à rentrer dans une dynamique régénérative. Et je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste sur la suite. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans ce sens-là. C'est une belle nouvelle. L'effort est immense, les enjeux sont considérables, mais je crois que la dynamique est belle et on invite chacun à en faire partie. Voilà pour le mot de conclusion que je voulais adresser, et je voulais remercier Emma et l'équipe communication de Reforestation d'avoir organisé ce webinaire. Remercier Frédéric pour son aimable participation, Pierre également pour tes éclairages. Et puis, je vous souhaite à tous un joyeux mois de la forêt. Merci Stéphane. Et merci Pierre et Frédéric d'être intervenus sur ce webinaire dont je marque la fin. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je n'aurais pas pu dire mieux, Stéphane. Bon mois de la forêt. Merci. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.